Alors, que se passe-t-il quand les cellules qui sont censées nous défendre se retournent contre nous? C'est la question qu'on va explorer aujourd'hui en décortiquant un groupe assez complexe de troubles sanguins. Mais pas d'inquiétude, on va clarifier tout ça ensemble. Pour bien comprendre ce qui déraille, la première étape, c'est de regarder comment ça fonctionne quand tout va bien, n'est-ce pas? Imaginez nos défenseurs, les plasmocytes. Pensez à eux comme à de minuscules usines, mais des usines ultra efficaces. Et qu'est-ce qu'elles produisent, ces usines? Eh bien, des anticorps. Ce sont des protéines super spécialisées, conçues pour une seule chose, traquer et neutraliser tous les envahisseurs, que ce soit des virus ou des bactéries. Donc, si on résume, un système immunitaire en pleine forme, c'est un peu comme avoir des milliers et des milliers de petites usines, et chacune fabrique son propre produit. Un produit différent mais absolument essentiel. C'est cette diversité, en fait, qui fait toute notre force. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, imaginons ce qui se passe quand l'une de ces usines se met à dérailler, et pire, qu'elle commence à monopoliser toute la chaîne de production. Eh bien, c'est précisément ça une gammapathie monoclonale. En gros, un seul plasmocyte, une seule usine, se met à se cloner, mais de manière totalement incontrôlée. Et toutes ces copies, tous ces clones, se mettent à produire exactement le même anticorps, qui en plus est souvent défectueux. C'est comme si un seul modèle d'usine se multipliait à l'infini et inondait le marché avec un seul produit raté. Et là, on voit vraiment la différence fondamentale. D'un côté, on a un système sain, diversifié, plein de produits utiles, et de l'autre, eh bien, on a un seul clone rebelle qui sature le corps avec son unique produit, complètement inutile, voire nocif. Alors, ce problème de clone unique, il ne mène pas toujours à la même chose. En fait, il peut déboucher sur plusieurs conditions bien distinctes, qui vont de l'état qu'on appelle précancéreux jusqu'à une maladie vraiment maligne. On va regarder les trois principaux cas de figure. Ce qui les différencie, c'est surtout la zone du corps qui est touchée et aussi le type de protéine défectueuse, on l'appelle la protéine M, qui est produite en masse. Par exemple, le myélome et la maladie de Waldenstrom, ce n'est pas le même type d'immunoglobuline, cet anticorps qui est produit en excès. Pour la maladie de Waldenstrom, la protéine en question, l'IgM, elle est tellement grosse qu'elle peut finir par rendre le sang plus épais, presque sirupeux. C'est assez parlant. Allez, faisons un zoom sur le myélome multiple. Pourquoi lui? Parce que c'est tout simplement la forme maligne la plus courante de ce type d'affliction. Alors le myélome multiple, qu'est-ce que c'est exactement? Pour faire simple, c'est quand ces plasmocytes rebelles vont s'installer et monter leur usine défectueuse directement à l'intérieur de nos os, pile à l'endroit où sont fabriquées nos cellules sanguines. On imagine bien le problème. Pour savoir si un myélome est actif, les médecins cherchent en général 4 signes clés qui montrent que des organes sont touchés. Il y a un moyen mnémotechnique assez connu, c'est l'acronyme anglais CRAB. Le C pour le calcium élevé, le R pour les problèmes rénaux, le A pour l'anémie et le B pour bone, l'os en anglais, qui signale les lésions osseuses. Mais alors, pourquoi ça attaque les os? C'est ça la question. Le point crucial à comprendre, c'est que les cellules du myélome font un double jeu terrible. D'un côté, elles accélèrent la destruction de l'os, et de l'autre, elles empêchent la formation de nouvel os. Forcément, ça crée un déséquilibre complet et ça fragilise tout le squelette. Bon, ce qui est vraiment intéressant, et c'est important de le noter, c'est que toutes les gammapathies monoclonales ne nécessitent pas un traitement tout de suite. En réalité, il y a tout un éventail de situations, un véritable spectre. On parle par exemple de MGUS, ou GMSI en français, pour gammapathie monoclonale de signification indéterminée. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est quand on découvre une de ces fameuses usines rebelles, mais que pour le moment, elle est complètement silencieuse. Elle ne cause aucun problème. Elle est là, c'est un fait, mais elle ne perturbe rien. Et comme c'est considéré comme une condition prémaligne, la stratégie, ce n'est pas de se précipiter pour traiter. Non, l'approche, c'est de surveiller. On surveille attentivement comment ça évolue au fil du temps. C'est ce qu'on appelle la surveillance active. Ici, on voit bien le cheminement possible. La maladie peut évoluer en passant d'un stade totalement silencieux à un stade beaucoup plus actif et malin. C'est vraiment une progression qui se fait par étapes. Mais attention, et c'est un point vraiment crucial à retenir, pour l'immense majorité des gens, une MGUS ne se transformera jamais en cancer actif. Le risque de progression est en fait assez faible. On parle d'environ 1% par an. C'est peu. Alors, comment on fait pour évaluer ce fameux risque? Eh bien, les médecins se basent sur 3 facteurs clés. D'abord, le type de protéine M qui est produite. Ensuite, sa quantité dans le sang. Et enfin, un ratio un peu technique entre certaines de ses composantes. Ce sont ces biomarqueurs qui vont leur permettre de dire si, oui ou non, une surveillance plus rapprochée est nécessaire.
Donc l'idée principale à garder en tête, c'est vraiment cette notion de spectre. On peut aller d'une usine rebelle totalement silencieuse, qu'on se contente de surveiller, jusqu'à une usine qui devient vraiment perturbatrice et qui, là, va nécessiter une intervention active. Au final, tout dépend de son impact réel sur le corps. Et ça nous amène au grand défi qui reste pour la médecine. Comment savoir à l'avance quelles usines rebelles vont rester tranquilles et lesquelles vont se transformer en maladies graves? Réussir à faire cette distinction, c'est la clé. C'est ce qui permettrait un jour d'intervenir bien plus tôt, avant même que les premiers dégâts n'apparaissent.